Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc moi, effectivement, je travaille à la mission Maladies Rares aux côtés d'Anne-Sophie Lapointe et de Sylvie Escalon à la DGOS. Et donc, j'ai été invitée pour vous parler un petit peu du 3e plan national Maladies Rares et notamment vous faire un point un peu sur ses actualités. Alors, pour revenir un peu à l'historique, nous avons connu donc 3 plans nationaux. Un premier plan national maladies rares 2004-2008, où les maladies rares sont devenues un enjeu de santé publique, et où 131 CRMR ont été labellisés. On a eu un deuxième plan national maladies rares 2011-2014, avec une structuration des filières, le lancement des travaux pour la mise en place de la BNDMR. Et puis actuellement, nous sommes sous le 3e plan national maladies rares qui a été publié le 4 juillet 2018 et qui se tiendra sur les 5 prochaines années jusqu'en 2022. Oh. Oui, ça a l'air bon. Donc ça, c'est le cadre juridique. Nous avons également, à l'appui de ce plan, des ressources nationales et européennes autour des maladies rares, donc 388 centres de référence, 109 CRMR coordonnateurs, 279 sites constitutifs et à peu près 1800 centres de compétences ou centres de ressources et de compétences. 23 filières de santé, 24 ERN et plus de 220 associations de personnes malades. Alors pourquoi finalement le contexte était particulièrement favorable à la mise en place du 3e plan? Tout d'abord, ce 3e plan s'inscrit dans la stratégie nationale de santé 2018-2022. On avait la structuration des filières du 2e plan, qui était un atout pour le parcours de soins et pour la recherche. On a eu la relabellisation des centres en 2017. Et puis le développement croissant d'une médecine personnalisée avec le plan France Médecine Génomique 2025, la montée en charge de la BNDMR et puis la place privilégiée de la France au niveau européen avec un nombre important de RN. Pourquoi un 3e plan? Parce qu'effectivement, malgré tout, il y a encore des efforts de structuration et de coordination. Il y a toujours des défis en termes de recherche. Il faut encore constituer une base de données nationale en interaction avec les bases de données européennes. Et puis, il y a ce rôle de leader à maintenir et à conforter. Le plan, c'est 5 ambitions. Je vous les cite, mais vous les connaissez. Permettre un diagnostic rapide pour chacun, innover, améliorer la qualité de vie et l'autonomie des personnes malades, communiquer et former, et moderniser les organisations, optimiser les financements. Ça représente 55 actions qui sont déclinées en 11 axes de travail. Alors, je vous les ai listés et puis à côté, je vous donne quelques exemples d'actions. Par exemple, sur l'axe 1, réduire l'errance et l'impasse de diagnostic. Nous avons l'action 1.5 qui est systématiser les RCP, donc notamment que chaque filière se dote d'un outil de RCP. Ça, il y a eu une notification financière en juin, mais on y reviendra. Également, le projet action 1.7, c'est en fait la constitution d'un registre national dynamique des personnes en impasse de diagnostic. Là, il y a eu un groupe de travail également avec une filière et la BNDMR qui ont mis en place un projet pré-pilote sur 3 centres pour détecter au niveau national des patients sans diagnostic qui présentaient donc des tableaux similaires. Ce projet, il a vocation à s'étendre à l'ensemble des centres de cette filière, donc il s'agit de Filnemus. Et puis, il y a également des financements qui vont être alloués aux filières, aux 22 autres filières, pour étendre ce projet. Le 2e axe de travail, c'est faire évoluer le dépistage néonatal et les diagnostics prénatal et préimplantatoires. Le 3e, partager les données pour favoriser le diagnostic et le développement de nouveaux traitements. Sur cet axe-là, on a une action particulièrement importante avec également une expérimentation sur 18 établissements pour permettre d'intégrer dans le DPI de l'établissement le set de données minimum, donc dans le logiciel de DPI. Sur l'AP, il y a 2 établissements qui sont concernés, c'est Bicêtre et Necker. 4e axe, promouvoir l'accès au traitement dans les maladies rares. 5e axe, impulser un nouvel élan
à la recherche sur les maladies rares. 6e axe, l'innovation. 7e axe, tout ce qui est autour du parcours de soins. Donc là, on a tout ce qui est programme ETP, tout ce qui concerne les dispositifs de coordination. Donc PNDS, comme il y a eu l'appel à projet, amélioration de la gestion des situations d'urgence. Là, il y a eu également un groupe de travail pour intégrer au sein du DMP la notion de patient remarquable. 8e axe, permettre une société inclusive des personnes atteintes de maladies rares et de leurs aidants. 9e axe, la formation des professionnels. On a eu l'accord de la conférence des doyens pour insérer la problématique des maladies rares dans la formation initiale d'ici 2020. 10e axe, renforcer les filières de santé. Nous avons un copil filière tous les 3 mois. Il y a des groupes thématiques au niveau des filières. Et puis, il y a eu la nouvelle labellisation des filières cette année. Et puis enfin, 11e axe, préciser le positionnement et les missions d'autres acteurs nationaux des maladies rares. Alors très souvent, on me demande quels sont les groupes de travail qui existent actuellement au ministère. Du coup, je les ai listés. Alors ça fait encore un peu une liste à l'après-vert, mais je pense que c'est intéressant de savoir qui participe à quel groupe, pour qu'on soit en totale transparence. Donc ce sont 55 actions sur 5 ans, comme je vous l'ai dit, pilotées par la DGOS, la DGRI, la DGS et la DGCS. Donc en gros, c'est un coportage entre le ministère des Solidarités et le ministère de l'Enseignement et de la Recherche. Et donc, il y a ces groupes de travail. Donc, il y a un groupe de travail diagnostique qui avait notamment permis la validation du lancement de ce projet pilote dont je vous ai parlé sur les patients en impasse de diagnostic. Un groupe de travail qui fait le lien entre le PNMR3 et le PFMG 2025, auquel participe Firando. Des groupes de travail autour du parcours de soins. Donc, on a eu un groupe de travail programme ETP, un groupe de travail DMPMR, un groupe qui a permis l'élaboration de l'appel à projet plateforme d'expertise, un autre qui a permis l'élaboration de l'appel à projet Outre-mer, également sous forme de plateforme de coordination. Un groupe de travail formation, j'y reviendrai dans une slide suivante, puisqu'effectivement, ce n'est pas un appel à projet, mais des financements vont être versés aux filières sur des thématiques précises. Un groupe de travail base de données. Un autre sur la simplification de pyramide. Donc là, l'objectif était davantage de faire une lecture partagée du rapport pour voir quelles étaient les questions redondantes, superflues, mal explicitées et reformater en fait, je dirais, le rapport en lui-même. Mais à l'occasion de ce groupe, certains médecins ont souhaité également qu'on retravaille sur la part variable des financements, du financement versé au CRMR. Et donc, du coup, une nouvelle réunion aura lieu, je pense, courant janvier ou début février, sur ce sujet. De la même manière, un groupe de travail est en cours de programmation sur le financement des filières. Il y a un groupe de travail médicaments avec la Direction générale de la santé et la Direction de la Sécu. Et puis, il y a un groupe de travail plus axé sur la recherche, avec les thématiques de recherche et les bases de données. Alors, quels sont les moyens pour y parvenir? Donc, ce plan a mis en place, prévoit effectivement un budget et une enveloppe annuelle qui est fixe sur les 5 années, c'est-à-dire qu'elle s'élève à 147,6 millions d'euros. Cet argent, on le distingue, ce financement, on peut le distinguer en 3 grands blocs. Un bloc qui sert donc au soutien des CRMR, constitutif et coordo, là c'est à peu près 120 millions d'euros, c'est 82% de l'enveloppe. On a un bloc qui est plutôt le soutien aux filières, avec une MIG spécifique, 12,9 millions d'euros, sachant que cette année, cette MIG a augmenté de 20% par rapport à l'année dernière. Donc toutes les filières ont vu leur financement accroître en 2019. Et donc ça va bien dans le sens, je dirais, de l'augmentation des missions de la filière, qui s'inscrit donc dans un cadre financier qui est également en augmentation. Et puis après, les 13,8 millions restants, ce sont tous les financements qui sont en soutien aux actions du plan. Je vous les ai mis en dessous. Alors par exemple, donc les plateformes d'expertise, 2,4 millions, les plateformes d'outre-mer, les PNDS, 2,4 millions, les programmes ETP, 1,9 million, la formation, 1,1 million, le projet pilote 1,7, alors j'aurais peut-être dû détailler, c'est le fameux constitution d'un registre pour les sans diagnostic. L'outil de RCP, les ERN,
Le projet Maladies rares des pays, donc c'est le projet sur l'expérimentation des 18 établissements avec le set de données minimum à intégrer dans le DPI. Donc là, c'est 1,1 million. Et puis, vous savez qu'on verse un forfait à la PHP pour la BNDMR, dont elle a la maîtrise d'œuvre. Alors, quelques actualités sur les appels à projets et les projets en cours. Alors, un appel à projet qui a eu lieu sur le deuxième semestre, qui était la plateforme de coordination d'outre-mer. Donc, en fait, c'est un appel à projet qui répond à l'action 7.4 du plan, qui prévoit la création de 4 plateformes avec un financement de 100 000 € chaque année sur la durée du plan. Le dossier devait être porté par un établissement avec une lettre d'intention d'un médecin volontaire, et qui faisait un peu l'unanimité sur le territoire pour coordonner et être le référent de cette plateforme. C'est vrai que cette plateforme, ce n'est pas une plateforme de soins, c'est un guichet unique d'accueil et d'orientation des patients. Et son objectif, c'est de faire le lien avec les filières qui ne sont pas présentes sur le territoire ou les CRMR qui ne sont pas présents sur le territoire et permettre notamment aux patients d'accéder aux experts, que ce soit locaux, mais également de métropole via la télémédecine. Donc nous avons eu un appel à projet qui a été lancé en juillet, un jury qui s'est tenu le 14 octobre et 4 candidatures qui ont été retenues, CHU de la Martinique, CHU de la Guadeloupe, La Réunion et Cayenne. Alors, les programmes ETP. Donc, les programmes ETP, là, c'est également une des actions du 3e plan national maladies rares, avec 3 types de programmes éligibles, nouveaux programmes, programmes à actualiser et programmes à décliner, donc un déploiement. Et 3 phases. D'abord, la déclaration d'intention, donc la phase 1. Le travail de référencement des compétences à acquérir pour le programme ETP et à transmettre à la DGOS, ça c'est la phase 2, à 6 mois. Et puis après, la réalisation d'un rapport d'activité, qui est la phase 3. Donc là, l'appel à projet donc, a été lancé le 20 août. Nous avons reçu 139 dossiers en provenance de 23 filières, et donc le jury s'est tenu le 16 octobre. Pour Firando, il y a eu 10 projets déposés et 8 projets retenus. Je pense. Voilà l'information du jour, si je puis dire. Voilà, donc 10 projets déposés, 8 retenus. Donc les 2 qui n'ont pas été retenus, il y a le programme ETP Transition de Monsieur Touraine, au motif qu'il avait également présenté un 2e programme et que l'autre a été retenu, et puis voilà, qu'on ne pouvait pas prendre tous les programmes. Et puis alors, l'autre programme qui a un nom un peu particulier, je vais laisser Monsieur Berthera me redire. Voilà. Donc celui-ci n'a pas été retenu plutôt pour des raisons de forme. Vous aurez un courrier avec vraiment tous les argumentaires sur chaque programme ETP très rapidement. Il est en cours de validation, je pense qu'il sera envoyé la semaine prochaine. Alors, les plateformes d'expertise. Donc, les plateformes d'expertise, c'est également un axe, une action précise, celle de la 10.6 du plan. Donc là, on est vraiment dans le soutien direct aux patients, aux aidants, aux équipes professionnelles, mais dans l'idée, effectivement, que cette plateforme, elle se situe au sein d'un établissement, elle abrite plusieurs CRMR et plusieurs CCMR, et elle doit permettre le partage d'expertise, la mise en place de formations, d'actions médico-sociales, la mutualisation des connaissances et des compétences, et donc elle a un rôle de coordination sur le territoire. Ça peut être une plateforme intégrée à un établissement, ça peut être également plusieurs établissements qui se regroupent pour faire une plateforme. On a eu différentes modalités dans les dossiers présentés. Le seuil requis, en tout cas en termes de CRMR regroupés, c'était un minimum de 6 centres. Donc là, il y a bien 2 vagues successives pour un total de 20 plateformes qui seront financées sur 2 ans. C'est bien un amorçage. Donc quand on a envoyé l'appel à projet, en tout cas, il était bien précisé que nous financions 2 années consécutives cette plateforme d'expertise et qu'ensuite, cette plateforme devait être pérennisée dans ses financements par l'établissement qui la porte. Donc, chaque dossier était également regardé à travers cette condition. C'est-à-dire qu'effectivement, il fallait que l'établissement porteur se porte garant de la pérennisation de la plateforme. Donc l'appel à projet a été lancé le 7 août. Nous avons reçu 16 dossiers pour cette première vague en provenance de 10 régions et le jury s'est tenu le 17 octobre. Donc là, je ne peux pas malheureusement vous donner les résultats parce que c'est encore en cours de validation, mais nous avons 10 plateformes qui ont été retenues.
Ce sera la semaine prochaine, normalement, si tout va bien. L'appel à projet PNDS, donc celui-ci est un petit peu plus ancien puisque le jury s'est tenu le 28 août. Là, on est dans la production de protocoles nationaux de diagnostic et de soins. En 2019, on avait 71 PNDS publiés sur le site de la HAS et 134 en cours d'écriture. Et l'objectif du plan, c'est d'en avoir 100 supplémentaires par an. Donc, il y a eu 187 projets qui ont été déposés et 178 projets qui ont été retenus. Sachant qu'en général, ce sont des filières qui ont retiré de leur propre chef les projets qui n'ont pas été retenus, au motif que finalement, il y a des délais, il fallait produire dans les 14 mois, il fallait qu'il y ait une publication à la HAS, et effectivement, toutes les filières, comme certaines en avaient déposé énormément, ne se sentaient pas de tenir ce délai. Comme c'est une condition pour le deuxième versement, et qu'il y aura un autre appel à projet, certaines filières ont fait le choix de les retirer et de représenter, je pense, ces dossiers au prochain appel à projet l'année prochaine. Donc, en tout cas, 150 nouveaux PNDS, 28 PNDS à actualiser. C'est donc un financement sur 2 ans. Et on aura un deuxième appel à projet en 2020 avec également un financement sur 2 ans. Pour Firando, 9 dossiers acceptés sur les 9 présentés. Alors la formation, je voulais vous en parler assez rapidement parce que ce n'est pas tout à fait le même format que pour les autres financements, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appel à projet. C'est un groupe de travail qui a réfléchi sur comment on allait effectivement mettre en place cette action du plan et notamment déléguer les financements sur la formation. Donc ce groupe a émis le souhait que ce soit un financement délégué à la filière. Donc là, nous aurons 50 000 € par filière qui seront délégués en fin d'année. Mais par contre, ce sont sur des thématiques très ciblées. Donc, je les ai listées, situation d'urgence et de handicap, médecine de ville, paramédicaux, spécialistes, jeunes médecins, jeunes patients, avec une partie sur la transition enfant-adulte, patients experts, médecine génomique, éthique en santé, et puis formation nationale et européenne aux maladies rares avec des outils et des process innovants, e-learning, etc. Et donc là, l'objectif, c'est qu'effectivement, on laisse la filière libre de faire le choix des thématiques, d'organiser avec les centres les formations les plus adaptées. Mais il y aura par contre un bilan a posteriori de l'utilisation de ces crédits, notamment lors des rapports d'activité de la filière en 2020, fin d'année 2020. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'était un petit point d'actualité et si vous avez des questions, je suis à votre disposition.